Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, c'est un mal de notre époque que nous évoquons, la solitude, un mal qui prend de l'ampleur. On estime, je cite une enquête de la Fondation de France, on estime que 9% des Français sont aujourd'hui exclus des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relations familiales, professionnelles, amicales, pas de relations de voisinage, pas de relations dans le cadre d'activités associatives, culturelles, sportives, caritatives, syndicales ou religieuses. On peut considérer que 4 millions de Français se trouvent dans une situation d'isolement total avec toutes les souffrances que cela entraîne. Il y a quelques jours, on apprenait qu'un collectif d'associations qui lutte contre la solitude a obtenu de Matignon le titre de grande cause nationale pour 2011. On va revenir sur la signification de ce label, grande cause nationale. Ce soir, avec vos appels, vos témoignages, vos questions, on va essayer de mieux cerner cette solitude, ce mal social, symbole du morcellement de notre société, facteur de marginalisation, de pauvreté aussi. La solitude, c'est une blessure du quotidien qui est là trop souvent dans le silence et l'indifférence. Pourquoi? Comment se retrouve-t-on seul? Comment lutter contre cette situation d'isolement? Pour vous répondre, Bruno Dardelais, responsable de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le docteur Daniel Boisset, président de SOS Amitié France, et au téléphone avec nous, Jean-Claude Kaufmann, sociologue, auteur de plusieurs livres sur la solitude, Sexe, amour, aux éditions Armand Collin, et aussi La femme seule et le prince charmant, enquête sur la vie en solo. C'est paru chez Pocket Éditeur. Voilà, on va au standard du téléphone sonne. 01 45 24 7000. Avant de prendre un premier appel, une question. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, le fait que la lutte contre la solitude soit élevée au rang de grande cause nationale? Bruno Dardelais. Ça veut dire que le gouvernement reconnaît nos actions, toute association confondue, puisque nous sommes 24 dans cette opération, et qu'il dit clairement que la fraternité a besoin d'un coup de pouce et de renouveau. Et comment va se manifester ce coup de pouce? Alors, le coup de pouce, il est au plan national, et dans le cadre de la grande cause, l'intervention, la possibilité d'avoir accès aux chaînes publiques, radio et télévision, ça se consiste aussi à avoir un certain nombre de sponsors qui viennent nous donner un coup de main, et puis ça consiste aussi à mobiliser nos troupes, et autour de nos troupes, tous ceux qui nous rencontrent, et tous ceux qu'on rencontre pour que on découvre simplement qu'il ne faut pas grand-chose, un geste, un regard, un sourire, un peu d'attention, pour qu'on lève ces grandes blessures du quotidien que vous évoquiez tout à l'heure. Daniel Boisset, président de SOS Amitié France, pour vous c'est une très grande, une bonne nouvelle, le fait que la solitude soit élevée au rang de grande cause nationale? C'est en effet une très grande nouvelle. Je citerai Victor Hugo qui a dit l'enfer est tout entier dans ce mot solitude. Je rajouterais à ce que dit M. Dardelais que le fait d'être grande cause nationale a encore d'autres retombées. La première, c'est que ça va se répartir dans toutes les collectivités locales et territoriales. C'est-à-dire que les conseils généraux, par exemple, vont être saisis de la chose. Ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait, nous, dans nos départements, pour lutter contre la solitude. Donc, ils vont être obligés d'y réfléchir, de faire des choses. La troisième chose, c'est que ça permet de faire appel à la générosité publique. Ça, c'est dans le décret. Et la troisième, c'est que en dehors de cet appel à la générosité, il encourage les gens à adhérer aux associations qui luttent pour la solitude, c'est-à-dire à s'engager. Donc ça a vraiment un effet. C'est pas de l'argent, c'est certain, mais en revanche, ça va donner à cette cause une dimension vraiment nationale. Mais quel est le rapport entre la solitude et la générosité publique? La générosité publique pour aider les bénévoles et les associations qui s'occupent de la solitude, car on ne vit que de dons ou de subventions publiques ou privées. Et puis nous avons aussi besoin de militants partout. Oui. Nous avons besoin de redonner vie à nos associations qui de temps en temps s'endorment un peu, et que sans doute cet grand éclairage sur la solitude va nous amener, nous l'espérons, des hommes et des femmes qui vont dire on va vous donner un coup de main. Au standard, Guillaume est avec nous. Guillaume se trouve à Ollainville. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir. Olainville, c'est quel département? C'est dans l'Essonne. Ah, pardon, d'accord, l'Essonne. Voilà. On vous écoute, Guillaume. Voilà, merci de prendre ma question. Je fais partie de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, donc je salue Bruno Dardelé au passage. Merci. Bonjour. Bonjour. Dans l'association, donc nous sommes confrontés donc à la solitude des personnes que nous aidons au quotidien, hein, que ce soit la solitude à domicile, à l'hôpital, en prison, et la solitude aussi des femmes seules avec les enfants. Donc naturellement, comme l'a redit Bruno Dardelé, nous allons donc solliciter nos bénévoles qui sont déjà bien sensibilisés au problème de la solitude. Mais ma question c'était vis-à-vis des autres personnes en France qui ne font pas partie de ces associations du collectif, qui ne sont pas sensibilisées à la solitude. Comment comptez-vous donc les sensibiliser? Avec quels outils? Comment passer du discours aux actes et que cela se fasse non pas sur une action ponctuelle, mais vraiment dans la durée, parce que la solitude, c'est pas l'instant d'un moment, mais c'est vraiment pour toute la vie. Bruno Dardelé, vous voulez répondre? Et Guillaume, vous restez en ligne, j'ai des questions à vous poser. Voilà, la réponse, elle est claire. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut absolument que nous incitions nos concitoyens à avoir un geste, à avoir quelque chose qui leur pose la question: qu'est-ce que je fais pour mon voisin? Qu'est-ce que je fais pour la vieille dame du 3e étage devant laquelle je passe tous les jours sans jamais lui dire bonjour et qui peut-être attend depuis des années qu'on passe devant sa porte. Donc nos associations, nos mouvements poussés et encouragés par cette grande cause que nous attribue le gouvernement et qu'on remercie encore très, très, très chaleureusement, tout ça, ça va nous donner des forces. Et je crois que c'est une force morale que ça va nous donner dans un pays qui n'a jamais oublié l'égalité, mais n'oublie de temps en temps la fraternité à son fronton de la République. Guillaume, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui. Vous me dites que vous faites partie de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que vous pouvez me raconter votre quotidien en tant que membre de cette société, le quotidien, ce que vous faites régulièrement pour lutter contre la solitude? Eh bien, dans notre association, dans l'Essonne, on est au sein de notre groupe local qu'on appelle une conférence. On se répartit et on va visiter régulièrement des personnes de notre quartier. Que ce soit en fonction des membres de notre conférence, ça peut être une personne âgée chez elle. Il y en a d'autres qui vont dans des hôpitaux. Nous, dans l'Essonne, on a une maison d'arrêt à Fleury-Mérogis, donc on a des bénévoles qui vont visiter donc des détenus à cette prison qui justement n'ont pas de famille ou dont la famille est trop loin. Et on va voir aussi les familles des détenus qui sont aussi seules face à cette nouvelle épreuve qui est l'enfermement de quelqu'un de leurs proches. Donc voilà, moi personnellement, je vais visiter rendre visite régulièrement, une fois par semaine, à une personne, une dame d'un certain âge, pour lui tenir compagnie, parce qu'elle n'a pas d'autre contact que ma présence, voilà. Et vous lui parlez de quoi? De votre vie? Vous lui posez des questions sur la sienne? Comment se passe cet échange pour rompre cette solitude qui fait mal? Oh, c'est comme si c'était un membre de notre famille, hein. C'est vraiment un lien d'amitié qui se crée, parce que à force d'aller la voir régulièrement, il y a vraiment des liens fraternels qui se sont créés, et donc on parle de tout et de n'importe quoi, de la vie de tous les jours. On peut faire aussi une partie de mots croisés ou regarder la télévision. C'est être là, être présent, avoir quelqu'un avec qui parler. Donc elle me parle de sa vie, de son mari qui est décédé, de ses enfants qui ne viennent plus la voir. Je lui parle aussi de mes enfants, etc. Mais c'est vraiment c'est vraiment des sujets de conversation très vastes. Et vous sentez pour parler, ouais. Et vous sentez que ça lui fait du bien, que ça l'aide à vivre?
Ah oui, il faut voir l'évolution de comment elle a évolué au fur et à mesure de notre rencontre. Au début, c'était vraiment des petites visites très courtes dans le temps, et puis au fur et à mesure, on sent vraiment que ça lui fait du bien, même au niveau mental, au niveau physique même, elle a repris un peu de l'appétit, elle a une joie de vivre entre guillemets. Et puis quand je pars en vacances, c'est un autre membre de la conférence qui prend le relais, et comme ça il n'y a pas de cassure, et ça permet comme ça d'avoir un contact, d'avoir un contact régulier avec elle tout le temps. Oui. Merci de nous avoir rappelé, d'avoir témoigné, Guillaume. On a reçu beaucoup de courriels sur le site du Téléphone Sonne, des questions portant sur les facteurs qui créent l'isolement, la solitude. Quel est le premier facteur d'isolement, docteur Daniel Boisset, président de SOS Amitié France? Est-ce qu'on a je dirais pas des chiffres, des statistiques? Alors, je voudrais dire d'abord pour commencer qu'effectivement, je rends hommage à tous ceux qui luttent contre la solitude dont on vient d'entendre parler, mais c'est essentiellement une solitude type isolement physique. La spécificité de SOS Amitié, qui est la première et la plus importante institution d'aide psychologique par téléphone aux gens qui sont dans la détresse ou dans la souffrance, nous avons 50 ans cette année. C'est justement de s'occuper, en particulier, de la solitude de personnes qui sont dans une solitude morale et psychologique, qui n'est pas forcément que de l'isolement physique. Bien sûr, il y a des appels liés. Et qui est-ce qui est le plus souvent à l'origine de cette solitude morale? Ce sont des problèmes psychologiques qui peuvent venir aussi bien d'origine familiale que d'origine professionnelle, que d'origine personnelle, et dont la majorité ne peuvent en parler à personne. Ils sont seuls avec leurs problèmes. Prenons un exemple, puisque tout se passe. C'est pour ça que je peux pas vous donner de statistiques, puisque je vous en donnerai quelques chiffres tout à l'heure, mais tout se passe dans l'anonymat le plus total. Oui, bien sûr. Ce qui fait qu'on ne sait pas qui appelle et on ne sait pas qui écoute. Mais on peut prendre l'exemple, par exemple, d'une femme battue qui appelle un dimanche après-midi à 4 heures de l'après-midi parce que son mari est au match de foot. C'est l'appel SOS Amitié. C'est pour dire sa souffrance, dont elle peut parler absolument à personne, ni dans son entourage familial, ni professionnel, s'il en a un, ni à ses amis, parce qu'elle a honte, etc. Et donc elle va trouver là un espace de parole où la parole est totalement libérée, parce qu'anonyme et confidentielle, et elle va trouver une écoute empathique qui va ne pas la juger et ne pas la conseiller, et elle va donc là pouvoir s'exprimer dans un lieu qui est unique, puisque c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jean-Claude Kaufmann, sociologue, est au téléphone avec nous. Jean-Claude Kaufmann, est-ce qu'on sait quel est le premier facteur d'isolement? Bien sûr, on pense avant tout aux ruptures familiales. Oui, alors il y a des causes individuelles dans une trajectoire de vie. Il y a les accidents de la vie, les ruptures familiales, une perte de travail, etc., qui peut enclencher un engrenage de repli sur soi, mais il y a aussi, vous posiez la question de la cause de cette solitude, c'est si inexplicable dans notre société d'aujourd'hui, où on parle facilement, où on se connecte, par exemple sur Internet, où on crée du lien sans lien à la minute, en appuyant sur un bouton, on dit mais comment ça se fait qu'il puisse y avoir de la solitude? Alors, il faut comprendre que derrière les causes individuelles, il y a aussi une cause sociale, sociétale, c'est le changement de fonctionnement de la société, du lien social. Autrefois, il y a un petit demi-siècle et plus, on était pris par le groupe, défini, porté, cadré par le groupe, et le problème de la solitude était assez marginal. Alors c'est pas forcément un modèle de société, parce que par rapport à cette société d'autrefois, nous aspirons de plus en plus aujourd'hui à une liberté individuelle, à une autonomie personnelle. Nous ne voulons pas que le groupe définisse pour nous notre futur, notre avenir, notre vie. Donc nous décidons, et d'une certaine manière, nous gérons un réseau de contacts. Le petit problème, c'est que cette nouvelle société produit de très grandes inégalités du point de vue du lien social. Il y a ceux qui ont, on pourrait dire, un portefeuille de contacts, de relations très grand, très étendu. Ouais. Et puis, il y a les accidentés de la vie qui rentrent dans des solitudes. Parce que la solitude en soi, c'est pas toujours négatif. Il y a des petites solitudes, il y a des solitudes même créatives parfois.
mais il y a aussi la grande souffrance, les accidents de la vie, et quand on est un accidenté de la vie aujourd'hui, on tombe très souvent dans la solitude. Mais Jean-Claude Kaufmann, aujourd'hui, la solitude, elle est vraiment en progression, elle fait de plus en plus de dégâts? Oui, alors surtout le problème, c'est qu'elle est difficile à détecter. Parce que la personne qui souffre de solitude ne va pas lever un drapeau et le proclamer. Elle va être repliée chez elle, un petit peu invisible, d'où les drames qui deviennent un peu inexplicables. Telle personne qui a eu un problème chez elle, il a eu dans l'actualité il y a quelques jours cette personne qui avait eu un accident dans sa salle de bain, je crois, et puis dont les voisins n'avaient pas eu connaissance. Mais c'est le fonctionnement de la société d'aujourd'hui. On entend un petit bruit à côté, mais on va pas se mêler. Autrefois, dans le village, on allait voir. Aujourd'hui, on a peur de gêner parce que chacun construit d'abord son petit monde, se protège et ensuite va vers l'autre. Donc c'est assez difficile à détecter. C'est pour ça que le travail des associations est tout à fait essentiel, parce que parfois on se dit telle personne elle doit avoir de la famille. Eh bien des fois la famille c'est un petit peu déchiré, c'est un petit peu éloigné, et là il y a un besoin qui est absolument vital. Docteur Daniel Boisset? Oui, alors justement, au sujet de l'évolution, l'enquête dont vous avez parlé de la Fondation de France faisait un constat. C'était une photo à l'année 2010, mais nous avons un recul considérable puisqu'on a 730 000 appels par an, et je peux vous dire que non seulement les appels augmentent, mais en ce qui concerne la solitude, c'est 54% de plus par rapport à l'an 2000, donc en 10 ans ça a augmenté de moitié. Qu'il y a d'autres catégories d'appels, comme par exemple les maladies psychiques ou les malades mentaux, qui nous appellent en se disant comme tels. Ça a augmenté là de 64% par rapport à l'an 2000, et ça c'est dû à une réforme des hôpitaux psychiatriques où il y a des gens, et ces malades mentaux sont seuls. Il n'y a pas plus seul qu'un malade mental lorsqu'il téléphone à 2h du matin en disant j'ai rendez-vous avec mon psy mercredi mais je peux pas attendre. Donc c'est une solitude là encore psychique et morale, et qui a augmenté considérablement. La dépression a augmenté de 43% également en 10 ans, les appels pour dépression, et pour problèmes matériels qui entraînent aussi, on l'a vu, précarité et pauvreté, 64% depuis 2000, mais 95% depuis 2003. Donc vraiment, on a vraiment un observatoire de la société profonde. Comme je dis, on écoute la profondeur des Français et pas la France profonde, mais qui montre que effectivement, cette souffrance sociale est en très grande augmentation. Est-ce que la solitude correspond à des moments précis de la vie quotidienne? Je crois qu'il faut faire deux distinguos. Il y a la solitude subie et la solitude choisie. Il y a des moments où des gens choisissent d'être en solitude. Oui. Et on peut que le respecter. Ça va du moine à l'intellectuel qui se retire pour faire son travail et qui a envie d'être seul. Mais par contre, il y a la solitude subie qui, elle, est dramatique. Et là, il y a des moments, par exemple, je pense à la soirée, les sondages sont clairs. Les moments les moments, c'est la fin de l'après-midi. Au moment où la nuit tombe, mais les gens qui font de la psychiatrie savent ça très bien. C'est la fin d'année, c'est les vacances. C'est le moment où les gens s'en vont, où la vie se vide, où autour de soi il n'y a plus personne. Et puis il y a le moment où il y a une rupture. On l'a évoqué déjà tout à l'heure. La rupture, donc c'est le veuf. Plus que la veuve d'ailleurs, on parle beaucoup des veuves, mais on parle pas beaucoup du veuf. C'est le comédien qui n'a plus de public, c'est le journaliste qui a plus de journal. Enfin, je veux dire, il y a un moment où la retraite qui arrive pour beaucoup de gens, où se créent des vraies solitudes. Et selon un slogan qu'on a beaucoup employé l'année dernière, c'est la solitude, c'est disparaître aux yeux du monde. C'est-à-dire qu'à un moment ou d'autre, on n'existe plus. Parce que socialement, intellectuellement, on disparaît. Et c'est comme ça que ça provoque des choses. Mais alors, comment on peut aider ceux et celles qui subissent cette solitude? On a entendu le témoignage de Guillaume, on a l'impression que vous essayez de parler, mais est-ce que c'est pas un peu artificiel? Je crois que tout ce qui est fraternel n'est pas artificiel à partir du moment où c'est vécu avec le cœur. Si on fait ça pour remplir des cases et se dire on a fait des choses bien, oui, mais sinon notre vrai souci, c'est vraiment de vivre, toute association confondue, quelles que soient nos origines, quels que soient nos sentiments personnels. Nos associations ont besoin de vivre parce qu'elles répondent à un besoin des hommes. L'homme qui téléphone, il a des choses à dire. L'homme qu'on visite, il a des choses à dire. Le besoin de parler, d'échanger. Tout à fait, de raconter sa vie. Quand vous disiez qu'est-ce qu'on fait, dans 80% des gens que nous visitons, on n'a rien à faire, on n'a qu'à écouter. Ils parlent, ils racontent.
Et puis par moment, on n'a qu'à dire oui et non et ça marche. Alors il y a le Docteur soutien, Daniel Boisset. il y a le soutien Et puis, le matériel, standard après. le soutien matériel qu'on a vu, etc. Et le soutien psychologique qu'on apporte avec cette écoute qui ne donne pas de conseils, c'est une écoute dite selon Carl Rogers, rogerienne, qui est dans l'empathie, qui croit que la personne a en elle les ressources pour s'en sortir. Et donc, l'aide qu'on lui apporte, non seulement on lui crée du lien par le téléphone, puisqu'il était tout seul juste avant d'appeler, il ne l'est plus, puisqu'il a un interlocuteur au bout du fil, et on l'aide à trouver les ressources en elle, la petite étincelle qui fait que il va s'en sortir ou il va essayer de s'en sortir. Prenons un exemple, un chômeur en fin de droit qui arrive à Pôle emploi, il était comptable, on lui dit tiens, il y a une offre d'emploi de comptable, le Pôle emploi fait son boulot. Peut-être qu'il va pas y aller, peut-être qu'il va dire je suis trop vieux, je suis trop bête, ça fait 10 fois que je me plante, j'y vais pas. Si téléphone à SOS Amitié, on va pas s'occuper de ça, on va s'occuper de la personne. Et peut-être qu'on va lui redonner la petite étincelle de confiance en lui qui fait qu'il va aller à son entretien d'embauche alors qu'il y serait peut-être pas allé. Voilà le soutien psychologique qu'on peut apporter. On l'accompagne. Voilà. Souvent, on l'accompagne. Et c'est bien entendu complètement fraternel. Au standard, Sylvie dans les Yvelines est avec nous. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir monsieur. On vous écoute. Oui, alors je voulais dire effectivement, il faut beaucoup d'énergie et de force pour échapper à la solitude parce qu'il faut pouvoir entretenir son réseau social. Je m'explique. Je viens de divorcer, j'ai des enfants qui vont bientôt quitter le foyer, dans 5 ans je serai seule, et en plus j'ai la malchance d'être handicapée par une sclérose en plaques, donc je suis en chaise. Donc pour aujourd'hui, j'ai perdu pas mal d'amis à travers le divorce, et puis aussi vis-à-vis de l'handicap, il y a des gens qui se sont détournés de moi, donc il me faut beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour pouvoir continuer à vouloir être en relation avec les autres. Et ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai eu affaire à des associations pour aider des enfants malades, etc. Mais avec mon handicap, aujourd'hui, je n'ai plus cette force et cette énergie pour le faire. Donc, c'est quelque chose qui me fait peur pour l'avenir, la solitude. Et vous pensez que, en entrant en contact avec une association comme SOS Amitié France ou les gens de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, rencontrer des membres de ces organismes, leur parler, ça vous aiderait, ça vous ferait du bien ? Je pense que ce sont des structures qui sont indispensables et qui doivent venir en aide à beaucoup de gens. Et je crois qu'il faut encourager ce genre d'association, c'est certain. Ce qui, pour ma part, est le plus angoissant, c'est l'idée d'être privé d'une mobilité et de ne plus pouvoir aller vers les autres. C'est vraiment ce qui m'angoisse le plus. Et donc me retrouver seule de par la perte de ma mobilité et de ne plus pouvoir aller vers les autres. Bruno Dardelais. Chère madame, hors antenne, pourriez-vous nous donner votre adresse? Je vous promets qu'on vous enverra quelqu'un pour ne pas vous laisser seul affronter cette période qui vous inquiète. Et vous avez raison, mais voilà, on fera nous l'effort d'aller vous voir si vous le voulez bien. Je vous remercie. On a reçu un courriel il y a une demi-heure d'André, il est à Brest et voici ce qu'il écrit. J'ai moins d'amis, j'ai du mal à m'en faire de nouveau, j'ai comme honte, je n'ose pas aller vers les autres, la solitude entraîne un sentiment de culpabilité. Docteur Daniel Boisset. Absolument, c'est pour ça que dans notre écoute très spécifique, on ne donne pas de conseils. C'est une écoute non directive parce que si on donne un conseil à quelqu'un qui est déjà dévalorisé ou coupable, on va l'assister et on va encore le dévaloriser. Alors que si on fait, comme je l'ai dit, confiance à ses ressources, qu'on fait appel à ses ressources, il va reprendre confiance en lui, il va probablement retrouver des forces pour s'en sortir. On va le guider, lui donner quelques pistes, mais ce ne seront pas des conseils. C'est pas comme quand on téléphone à une association type, je cite par exemple SIDA Info Service, qui va vous dire ce qu'il faut faire exactement. Il va donner des conseils précis. Nous, au contraire, on va lui redonner cette étincelle. Voilà. Jean-Claude Kaufmann, on sait que les personnes âgées souffrent beaucoup de la solitude, mais lorsqu'on étudie les statistiques des enquêtes, on découvre que ça concerne aussi, très souvent, j'ai lu ça, des femmes entre 39 et 55 ans, des femmes qui travaillent, qui sont actives et qui souffrent de la solitude, et elles sont très nombreuses dans ce cas.
Oui, alors c'est pas exactement le même contexte, hein. Il y a des visages très différents de la solitude. Quand on avance en âge, souvent le nombre de contacts sociaux diminue. Ce sont des contacts souvent très forts, très très importants, avec une ou deux personnes de la famille. Mais il suffit que suite à un malheur quelconque, que ce contact disparaisse, et alors la personne rentre dans une très très grande solitude, avec une très grande difficulté pour s'en sortir. Pour les femmes que vous signalez, qui ont un emploi, etc., c'est un petit peu différent. Souvent, elles sont entourées, elles ont quelques amis, elles peuvent avoir une confidente, etc. Mais il peut manquer le lien proche, le partenaire, le conjoint dont elles peuvent rêver. Nous sommes tous dans ces situations-là où nous avons des liens, mais pas toujours les liens que nous souhaitons, et une difficulté parfois à les établir. Le témoignage d'André est très poignant, il cherche à établir les liens, et son angoisse, c'est de ne pas arriver. Il faut bien comprendre que ce n'est pas si facile pour tout le monde de développer des liens, comme le dit Sylvie très très bien. Il va lui falloir de l'énergie, de la force, de l'inventivité, parce que sa mobilité étant plus réduite, il faut qu'elle trouve le moyen, d'autres méthodes, peut-être, je ne sais pas, par Internet, je ne sais pas trop quoi, quelque chose qui lui corresponde, mais il faut qu'elle se réinvente. C'est ça aussi, et qui n'est pas simple. Alors on voit que cette solitude progresse, et pourtant il y a tous ces réseaux sociaux, Internet, vous venez d'en parler, Jean-Claude Kaufmann, on peut faire de nombreuses rencontres, établir des contacts. Ça n'est pas suffisant, c'est pas le grand changement, le grand bouleversement qui devrait mettre à bas la progression de la solitude, Jean-Claude Kaufmann? Alors, Internet, c'est un producteur de liens, hein. On est chez soi et on appuie sur le bouton et on rentre en contact. Et c'est pas que du virtuel, hein. Faut pas dire virtuel trop vite, parce que dès qu'on rentre en échange, qu'on envoie un message, on ne dit pas que le téléphone c'est virtuel, hein. Nous sommes au Donc téléphone là, seul. à ce moment-là, on se sent moins seul. Et oui, alors le petit problème des liens si faciles à connecter, à produire sur Internet, ce sont des liens que l'on coupe aussi très très vite. C'est-à-dire on peut se connecter, mais la personne qui est au bout, elle peut disparaître aussi très très vite, dès qu'elle n'a plus envie, alors que la rencontre en face à face engage plus et protège plus. Or, quand on est dans une situation de solitude, surtout dans une grande souffrance de solitude, on a besoin d'être regardé, d'être entouré, d'être estimé. Ça a très bien été expliqué, il y a un besoin de restauration de l'estime de soi. Ceci dit, Internet, moi j'ai beaucoup de témoignages en ce sens-là, ça fait quand même du bien d'avoir plein de petits messages qui sont envoyés, etc., même si c'est des messages un petit peu lointains, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde aujourd'hui de bien maîtriser Internet et maîtriser les messages qu'on envoie sur Internet. Christian, en Seine-et-Marne, est avec nous, il nous a appelé au standard du téléphone sonne. Bonsoir Christian. Bonsoir monsieur, bonsoir messieurs, pardon. Bonsoir. Je vous appelle pour vous dire qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait un intervenant tout à l'heure, il y a la solitude subie et la solitude voulue. C'est un petit peu comme le balancier d'une horloge. Il y a 5 ans, mon épouse est partie, donc maintenant j'ai mes enfants tout seuls. Et je vous assure que les moments de solitude sont très très agréables. Au départ, c'était véritablement subi, maintenant c'est voulu. Et j'ai un petit peu de mal à comprendre que ce soit véritablement une catastrophe nationale comme on nous le présente. Voilà. Bruno Dardelais, je voulais réagir. Je ne pense pas que c'est une catastrophe nationale. Oui. Je pense simplement que nous avons des chiffres qui nous disent que 94% des Français sont soucieux de la solitude qu'ils ont eue ou qu'ils vont avoir. Donc c'est pas une catastrophe. Et ça l'est d'autant moins qu'il y a un certain nombre d'associations, et vous en avez 2 autour des micros, qui sont là pour aider, pour répondre, pour évaluer. Ce que vous évoquez, monsieur, vous l'avez bien vécu, c'est merveilleux. Ce que nous remarquions notamment sur le public des femmes de 39 à 55 ans, c'est qu'elles sont des femmes qui, d'un jour au lendemain, se trouvent en rupture, leurs compagnons les abandonnent, elles se retrouvent avec 2 gamins, elles sont dans la vie normale, du jour au lendemain, et très rapidement, elles vont perdre leurs attaches, leurs relations, leurs amis, leur famille, et elles vont passer, ce qui est la grande révélation de nos derniers mois, elles vont passer d'une situation de solitude à une situation de pauvreté. Et nous avons longtemps pensé dans nos associations que la pauvreté créait la solitude. Eh bien, nous avons maintenant la confirmation et la certitude que c'est l'inverse. C'est parce qu'on est seul
qu'on devient pauvre. Alors, on est seul et on le subit mal, on est seul, on le subit bien. Vous avez, monsieur, vous êtes un très bon exemple. Vous dites, moi, je suis seul, mais je m'en suis bien sorti. J'ai mes enfants, tout va bien, tout va plutôt bien, et je n'en souffre pas. Mais je suis heureux de vous remercier de votre témoignage, parce que vous êtes quand même une exception. Les autres témoignages que nous avons, les gens que nous rencontrons, les gens que nous écoutons, qu'on reçoit aussi au téléphone, sont partout des gens qui, du jour au lendemain, ne supportent pas ce qu'ils vivent et passent dans la pauvreté. Une fois qu'ils ont atteint le seuil de la pauvreté, remonter la pente, c'est très très dur. Il faut, comme vous, avoir suffisamment de courage et de caractère pour éviter de tomber. Mais Christian, il n'y a pas des moments où vous sentez un peu une pesanteur de la solitude? Vous n'avez plus d'amis? J'ai un réseau d'amis qui est très très développé, mais je sais ne pas en abuser. Donc il y a des moments où je prends mon boudin aux pommes le samedi midi dans mon assiette ou dans ma poêle à frire directement tout seul. Il y a des moments où j'irai dîner chez des amis en leur emmenant un foie gras. Il y a un petit peu de tout, mais il y a plus souvent des moments tout seul qui sont, ma foi, très agréables puisque je vous écoute. Tout à fait, mais Docteur Daniel Boisset. Mais c'est pas une solitude désagréable, effectivement, dans ce que vous dites. Mais nous recevons 180 000 appels par an, là, en ce moment de solitude, c'est-à-dire 500 par jour, un toutes les 3 minutes. Ce sont effectivement pas des personnes âgées comme certains pourraient le croire, mais des personnes de la quarantaine à la soixantaine. C'est plus des femmes que l'homme, et les horaires ont été dit tout à l'heure, c'est dans l'après-midi ou en fin d'après-midi et pas la nuit comme on pourrait le croire. Donc il y a bien un sentiment là de solitude insupportable qui fait que la personne se sent absolument obligée d'appeler quelqu'un pour pouvoir en parler. Et à propos de la solitude voulue, ce courriel de Suzanne à Épernay, je suis une personne âgée, je suis seule, mais je préfère encore cela plutôt que de me retrouver dans une maison de retraite. Bruno Dardelais. Il y a de tout dans la maison de retraite. Il y a effectivement des gens qui sont très heureux d'y être, on en voit, et d'autres qui sont très malheureux parce qu'ils voient personne. C'est là où nous avons aussi à intervenir. C'est le rôle de nos associations et de nos bénévoles, c'est d'aller là où les gens ne reçoivent pas. Je suis allé moi-même dans une maison de retraite où la directrice m'a dit, monsieur, allez voir le monsieur du 4e étage, du 1er janvier au 31 décembre, il ne voit personne, à part le personnel médical de la maison. Voilà, ça existe, mais il y en a d'autres qui disent, surtout, vous n'aimez pas me voir, j'ai trop de visites. Jean-Claude Kaufmann, les jeunes sont-ils à l'abri de ce mal, la solitude? Non, bien sûr, personne. Alors Christian l'a bien dit, c'est pas un mal pour tout le monde. Il y a les deux faces, il y a même les deux faces contraires de la solitude. C'est peut-être pas le même mot qu'il faut employer, mais nous avons besoin aussi de nos moments de respiration personnelle, et de plus en plus dans la société d'aujourd'hui qui part de l'individu qui crée son monde, qui a d'abord sa respiration. Le petit problème, c'est qu'en créant son monde, en partant de lui comme ça, il peut tomber, notamment quand il y a les accidents de la vie, quand il tombe dans la maladie, dans la pauvreté, etc., dans une solitude qui peut être une très très grande souffrance. Alors chez les jeunes, bien sûr, la solitude peut être une très grande souffrance, d'autant plus que la plupart des jeunes sont dans le groupe, dans les réseaux, dans les échanges. Oui, justement, oui. Plus les pairs, les copains, les amis que l'on voit ont une capacité à être bien dans le groupe, plus quand soi-même on n'y est pas, on est en dehors, on est rejeté, on n'arrive pas à s'y inscrire, plus ça peut être douloureux. C'est pas une majorité pour les jeunes, mais ça peut être une solitude ou un moment. C'est des moments dans la jeunesse, dans l'adolescence, où on va ressentir, ou certains vont ressentir la solitude. Mais c'est un drame chez les étudiants. Oui. Alors, Docteur Daniel Boisset. En effet, dans nos appels téléphoniques, les 0,25 ans, ce n'est qu'une toute petite frange, c'est moins de 2%. En revanche, sur Internet, où nous avons un service de messagerie, de chat, c'est beaucoup plus important. Et en particulier, ce qu'on a constaté, auquel on ne s'attendait pas, c'est que si nous avons 2% d'appels de suicidants ou suicidaires au téléphone, c'est 8 fois plus par Internet. C'est-à-dire c'est 16%. Et ce sont essentiellement des jeunes. Donc qui, là aussi, manifestent leur souffrance ou leur solitude face à leurs problèmes par le biais d'un média qui est celui d'Internet. Odile nous appelle dans la Marne. Bonsoir Odile, vous vouliez intervenir? Oui, bonsoir. Oui, je voulais apporter un témoignage, donc justement par rapport à ces personnes seules. Donc depuis 2 ans, avec mon mari bien entendu, nous organisons une fois par trimestre un repas le dimanche midi pour des personnes âgées de notre village. Donc ces personnes sont tout à fait satisfaites. Elles passent une bonne partie de l'après-midi avec nous. Ça leur fait plaisir. Après,
il arrive aussi que ça crée des liens entre elles, parce que par la suite, les personnes peuvent se retrouver après pour aller faire des promenades ou autres. Très bien. Odile, on n'a plus beaucoup de temps. En tout cas, je voulais terminer l'émission avec ce témoignage parce que ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont capables d'aller vers les autres et c'est ce qui semble manquer aujourd'hui. Bruno Dardelais. Oui, moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire madame parce que on a d'autres exemples en France et on nous dit, quand on fait ce genre de réunion, les mamies, elles vont chez le coiffeur avant de venir chez nous et donc on recrée de la vie sociale. Et les papis, ils viennent avec leurs cartes pour jouer aux cartes parce que ils vont revivre de la vie sociale. Je crois que le lien social se recrée à partir du moment où on a un peu de fraternité. C'est le sens de toute notre démarche. Docteur Daniel Boisset, aujourd'hui, le grand fléau, il y a la solitude et puis l'individualisme. Absolument. On est dans une société de plus en plus individuelle. D'autre part, oui. Et puis, j'ai juste un mot pour vous remercier parce que je trouve extraordinaire que le téléphone sonne pour SOS Amitié à France Inter alors qu'il sonne 2000 fois par jour dans toute la France. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir à France Inter. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci. C'était Le Téléphone sonne, une émission dirigée par Pierre Veil.